Une petite fille de 2 ans est assise sur le sol, serrant sa peluche contre elle. En face d'elle, une assistante sociale tente de lui parler doucement. La veille au soir, sa mère a été sauvagement assassinée dans leur cuisine. Et cet enfant est la seule témoin. Pendant de longues minutes, elle ne dit rien. Elle regarde dans le vide, elle semble ailleurs. Puis soudain, elle lève la tête, elle murmure un prénom. Un prénom qui va convaincre la police qu'ils ont trouvé le coupable. Un prénom qui va détruire la vie d'un homme innocent. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne réalisera l'erreur avant qu'il ne soit presque trop tard. Le 28 avril 2002, à Pataskala dans l'Ohio, Rhonda Box, 38 ans, est assise sur le canapé de la maison de sa belle-mère. Ses yeux fixent nerveusement l'horloge du salon. Les secondes défilent. À ses pieds sur le tapis, sa fille Amanda, 2 ans et demi, joue tranquillement avec une peluche. Il est 18h30, Dave, le mari de Rhonda, est censé appeler d'une minute à l'autre. Mais Dave n'appelle pas du travail, ni d'un voyage d'affaires. Dave se trouve actuellement derrière les barreaux de la prison du comté. Il vient d'être condamné à 2 semaines d'incarcération pour défaut de paiement d'une pension alimentaire à l'une de ses ex-compagnes. Et si Rhonda n'est évidemment pas ravie de la situation, elle savait au fond d'elle qu'elle n'aurait pas dû être surprise. Quand Rhonda avait rencontré Dave pour la première fois, environ 12 ans plus tôt, c'est sa personnalité extravertie qui l'avait séduite. Dave était un musicien, il jouait dans un groupe, il était charismatique, il brillait sous les projecteurs. Rhonda adorait aller à ses concerts. Elle dansait au premier rang, elle se sentait vivante. Tout cela avait un côté glamour, excitant, comme si cette jeunesse dorée ne devait jamais s'arrêter. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. Ils ont tous les deux 38 ans, ils ont une petite fille à élever, ils ont des factures qui s'accumulent sur la table de la cuisine. Et Dave continue de faire la fête. Il continue de jouer les rockstars pendant que toutes les responsabilités de la vie d'adulte retombent sur les épaules de Rhonda. D'ailleurs, elle n'est pratiquement plus allée à ses concerts depuis la naissance d'Amanda, en partie parce que ce n'est pas vraiment un endroit pour un bébé. Les types qui traînent avec Dave sont souvent des gros buveurs, des toxicomanes ou même des anciens détenus. Après presque 4 ans de mariage, Rhonda commence enfin à voir Dave tel qu'il est vraiment. Non pas extraverti, mais simplement irresponsable. Le téléphone sonne enfin. Rhonda décroche, c'est Dave. Ce qu'elle veut lui dire à ce moment-là est très clair. Elle est furieuse, elle veut lui annoncer qu'elle envisage sérieusement le divorce. Elle a même déjà commencé à préparer son départ. Mais elle se fige. Elle voit sa belle-mère debout dans l'embrasure de la porte. Elle sent son regard sur elle, elle sait qu'elle est en train de l'espionner. Alors au lieu de vider son sac, Rhonda se contente de lancer un banal. « Salut Dave, comment tu vas ?» 1 heure plus tard, Rhonda est de retour dans sa petite maison de Pataskala. Elle essaie de rattraper le temps perdu. Elle enfourne un plat dans le four pour le dîner, allume les dessins animés pour Amanda afin de l'occuper, et elle sort précipitamment pour tondre la pelouse avant que la nuit ne tombe complètement. Rhonda a l'habitude de tout faire seule. Dave n'est pratiquement jamais là, même quand il n'est pas en prison. Mais là, elle doit littéralement assumer chaque tâche, y compris tondre la pelouse un dimanche soir. Elle sort la vieille tondeuse du garage, elle la pousse dans le jardin et tire violemment sur le câble pour démarrer le moteur. Mais comme tout le reste dans cette maison qui semble tomber en ruine, la tondeuse rend l'âme. Elle démarre, broute, puis s'éteint. Rhonda s'acharne, elle transpire, elle s'épuise. C'est là qu'elle remarque son voisin, de l'autre côté de la rue. Il sort de chez lui, il lui fait signe, il semble lui dire « arrêtez de vous battre avec cette machine !» Une fois qu'elle éteint le moteur récalcitrant, le voisin crie depuis son allée. Il lui demande si elle veut emprunter sa propre tondeuse, une machine qui, elle, fonctionne parfaitement. Rhonda regarde autour d'elle. L'herbe est déjà haute, certes, mais il fait déjà sombre. Elle regarde sa montre, son dîner sera prêt dans quelques minutes. Elle répond à son voisin qu'elle apprécie énormément l'offre, mais que ça n'en vaut pas la peine. Elle n'a plus le temps, elle doit rentrer s'occuper de sa fille. Elle salue son voisin et repousse la tondeuse défectueuse dans le garage. Elle se fait une promesse. Demain, elle appelle Nick. Nick, c'est Richard Nicholas Robinson, le cousin de Dave. Il travaille comme agent d'entretien dans un grand complexe d'appartements. Même s'il habite à 45 minutes de là, Nick est toujours disponible pour aider Rhonda quand Dave est absent. La semaine précédente, il a déjà réparé la machine à laver. Il appelle souvent juste pour prendre des nouvelles, pour s'assurer que Rhonda et Amanda ne manquent de rien. Nick est le seul sur qui elle peut vraiment compter. Rhonda rentre dans la maison. Elle sort le plat du four juste avant que la minuterie ne sonne. Elle apporte le repas dans la salle à manger et le pose sur la table. Elle éteint la télévision, prend Amanda dans ses bras et l'installe sur sa chaise haute. Il commence à se faire tard. Rhonda est épuisée. Elle veut juste manger vite et aller se coucher. Mais Amanda est une enfant de 2 ans.
Pour chaque bouchée qui finit dans sa bouche, une autre atterrit par terre. Rhonda sait qu'une longue séance de nettoyage l'attend après le dîner, avant de pouvoir enfin fermer les yeux. Mais elle ne lui en veut pas. Amanda n'y peut rien. Elle regarde sa petite fille et elle sent son cœur se serrer. Amanda est la seule raison pour laquelle elle n'a pas encore demandé le divorce. Elle a peur, elle ne sait pas si elle peut assumer seule le rôle de mère célibataire. C'est déjà si difficile alors que Dave n'est parti que depuis 2 semaines. Elle n'ose pas imaginer ce que ce serait à plein temps, pour toujours. Et puis il y a l'argent. Dave est un mauvais payeur. C'est pour ça qu'il est en prison au moment même où elle lui parle. Elle sait que si un juge l'obligeait à payer une pension, il trouverait une excuse pour ne pas le faire. Elle devrait compter uniquement sur elle-même. Rhonda a un emploi d'assistante administrative, mais est-ce que ce sera suffisant pour payer le loyer, l'électricité, la nourriture et les soins pour Amanda? Elle n'en est pas sûre. Rhonda soupire et tend la main vers la fourchette de sa fille pour l'aider à finir son assiette. Elle veut que tout aille au plus vite. Elle veut que cette journée se termine. Mais juste à ce moment-là, au milieu du silence de la maison, Rhonda entend un bruit de pas dehors. Elle se fige, elle retient son souffle. À travers les rideaux de la salle à manger, elle distingue une forme, une silhouette humaine qui remonte lentement son allée, se dirigeant droit vers la porte. Le lendemain matin, lundi 29 avril, l'ambiance est différente au bureau de Hamilton Home Products. Gary Palowski, le collègue de Rhonda, arrive à son poste. Il regarde sa montre, puis il regarde le bureau de Rhonda. Il est vide. C'est bizarre, Rhonda n'est jamais en retard. C'est une employée modèle, ponctuelle, sur qui on peut toujours compter. Gary commence à faire le tour des bureaux. Il demande à tout le monde « Quelqu'un a vu Rhonda ? Quelqu'un a eu un appel ?» Mais ses collègues haussent les épaules. Personne n'a eu de nouvelles d'elle depuis qu'elle était partie vendredi soir. Gary essaie d'appeler le téléphone fixe de Rhonda. Ça sonne, encore et encore, pas de réponse. 1 heure passe, toujours rien. Gary commence à imaginer le pire. On est en 2002. Tout le monde n'a pas un téléphone portable dans sa poche. Rhonda fait 25 km chaque matin pour venir de Pataskala jusqu'à Columbus. Si elle est tombée en panne sur une route isolée, elle n'a peut-être aucun moyen de prévenir les secours. Gary ne peut plus rester assis. Il prend ses clés, sort du bureau et monte dans sa voiture. Il décide de faire le trajet inverse de Columbus vers Pataskala. En scrutant chaque bas-côté, chaque station-service, il cherche la voiture de Rhonda, mais il ne voit rien. La route est dégagée. Ce n'est que lorsqu'il tourne enfin dans la rue de Rhonda qu'il aperçoit son véhicule. Il est là, garé dans l'allée, juste devant la maison. À cet instant, l'estomac de Gary se noue. Il ressent une décharge d'adrénaline. Si la voiture est là, c'est que Rhonda n'est jamais partie travailler. Et si elle n'est pas partie travailler sans prévenir personne, c'est qu'il est arrivé quelque chose de grave, très grave. Gary se gare en catastrophe. Il sort de sa voiture et court vers la porte d'entrée. Il tambourine. « Rhonda, Rhonda, c'est Gary !» Aucune réponse. Le silence est total. Il fait le tour de la maison, il frappe à la porte arrière. Toujours rien. Il revient vers le devant de la maison. Il est sur le point de partir pour appeler la police quand il voit un mouvement. Les rideaux d'une fenêtre bougent légèrement. Gary plisse les yeux. Il voit un petit visage. C'est Amanda, la petite fille de Rhonda. Elle regarde par la fenêtre. Mais ce qui glace le sang de Gary, c'est l'expression de l'enfant. Son visage est écarlate, ses yeux sont gonflés. Elle a pleuré pendant des heures, c'est évident. Elle semble terrifiée, incapable de bouger. Gary essaie de parler d'une voix calme pour ne pas l'effrayer davantage. Il s'approche de la vitre, il crie « Amanda, c'est un ami de maman. Ouvre la porte, Amanda. Ouvre la porte pour que je puisse t'aider. » L'enfant met un moment à réagir. Elle semble hésitante, perdue. Puis elle disparaît de la fenêtre. Quelques secondes plus tard, Gary entend le verrou de la porte qui s'ouvre. Gary franchit le seuil de la maison et il s'arrête net. La première chose qu'il voit, sur la moquette claire du salon, ce sont des empreintes de pas rouges séchés, du sang partout. Gary ne cherche pas à comprendre. Il ne veut pas voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Il attrape Amanda dans ses bras, il la serre contre lui et il sort de la maison en courant. Il traverse la rue, tambourine chez le voisin et hurle « Appelez la police, appelez le 911, maintenant !» Quelques minutes plus tard, la petite ville de Pataskala est réveillée par les sirènes. La police arrive sur les lieux. Ils entrent dans la maison, prudemment, l'arme au poing, et c'est dans la cuisine qu'ils trouvent Rhonda. Elle est allongée sur le sol, morte, poignardée. C'est le premier homicide à Pataskala en 6 ans. Le département de police est minuscule. Seulement 17 agents. Ils n'ont même pas de cellule de scène de crime digne de ce nom. Ils utilisent une vieille ambulance comme laboratoire. Le chef de la police, Chris Forchi, sait que cette affaire va être le plus grand défi de sa carrière. Il rappelle tous ces hommes. Il veut que chaque preuve soit protégée,
que rien ne soit laissé au hasard. Forchi arrive sur place. Il passe sous le ruban jaune et entre dans la maison. Il suit les techniciens jusqu'à la cuisine. Là, l'odeur du sang est saisissante. Rhonda Boggs gît dans une mare rouge sur le carrelage. Un agent s'approche de Forchi et lui confirme l'identité de la victime. Il lui explique que c'est Gary, son collègue, qui a fait la découverte. Il précise aussi qu'Amanda, la petite fille, a été retrouvée vivante à l'intérieur de la maison. Forchi s'agenouille pour examiner le corps. C'est un carnage. Il compte immédiatement plus d'une douzaine de plaies par arme blanche. Rhonda a été frappée à la tête, au cou, à la poitrine, aux épaules. La cuisine est dévastée. Il y a du sang sur les murs, sur le comptoir. Rhonda s'est battue. Elle a résisté de toutes ses forces. Le chef de la police observe les alentours. Le dîner est encore sur la cuisinière. Rhonda est habillée. Le crime a eu lieu avant qu'elle ne se couche, probablement dimanche soir, entre le repas et l'heure du dodo. Forchi regarde la chaise haute d'Amanda. Il se demande si la petite fille était là, dans cette pièce quand le tueur a frappé. Une fois que les photos sont prises, Forchi autorise le légiste à soulever le corps. Et là, il remarque quelque chose. Juste là où Rhonda était allongée. Un couteau à steak. La lame est couverte de sang. Forchi lève les yeux vers le plan de travail. Il voit un bloc de couteau. Le manche noir du couteau retrouvé correspond exactement au reste de la panoplie de couteaux de la cuisine. Cela change tout. Le meurtrier n'est pas venu avec sa propre arme. Il a saisi un couteau qui se trouvait là, sous ses yeux. Pour Forchi, cela suggère un crime passionnel, un acte commis dans un accès de rage soudain, plutôt qu'un meurtre froidement prémédité. Forchi continue son tour de la maison. C'est le chaos. Le coffret à bijoux dans la chambre est vide, les tiroirs de la commode sont arrachés, les vêtements éparpillés, et dans la salle à manger, le sac à main de Rhonda est renversé. Son contenu jonche le sol, tout porte à croire qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Forchi examine chaque fenêtre, chaque porte. Il n'y a aucune trace d'effraction. Rien n'a été forcé. Rhonda a ouvert la porte à son meurtrier. Elle le connaissait. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Forchi entend des cris dehors. Une femme essaie de forcer le barrage de police. Elle pleure, elle hurle. Forchi sort à sa rencontre. Elle s'appelle Kim Davis, c'est la sœur de Rhonda. Forchi l'emmène à l'écart et lui annonce la terrible nouvelle. Kim s'effondre. Forchi essaie de la calmer, puis il lui pose la question cruciale. Est-ce que Rhonda avait des ennemis? Est-ce que quelqu'un lui en voulait? Kim répond immédiatement non. Rhonda était aimée de tous. Mais après un silence, elle ajoute « Il y a Dave, son mari ». Elle explique à Forchi que leur mariage battait de l'aile. Rhonda voulait divorcer, mais elle se ravise aussitôt. Dave est en prison, il ne peut pas avoir fait ça. Forchi prend note, mais il reste sceptique. Dave est derrière les barreaux, aurait-il pu engager quelqu'un? Pour Forchi, ça ne colle pas. Dave ne peut même pas payer ses pensions. Il n'a pas les moyens d'engager un tueur à gages. Et surtout, pourquoi un tueur à gages utiliserait-il un couteau de cuisine trouvé sur place? Ça ne ressemble pas à un coup professionnel. Non, Forchi en est sûr. La clé de ce mystère se trouve dans la tête d'une seule personne. Amanda, 2 ans, la seule témoin. Plus tard dans la journée, une assistante sociale arrive devant la maison. Forchi l'accueille et il est direct. « Avant de l'emmener, j'ai besoin que vous lui parliez. Je veux savoir ce qu'elle a vu. » L'assistante sociale accepte. Ils se rendent de l'autre côté de la rue chez le voisin, où Amanda est gardée. Forchi reste dans un coin de la pièce. Il essaie d'être le plus discret possible. Il sait que ce qu'ils vont obtenir d'une enfant de 2 ans est fragile. Elle est en état de choc. Elle a passé la nuit seule avec le corps de sa mère. Est-ce qu'elle peut seulement parler? L'assistante sociale s'assoit au niveau d'Amanda. Elle lui parle doucement, avec patience. Elle lui demande ce qui s'est passé la nuit dernière. Amanda la regarde. Elle semble soudain très sérieuse. Elle lève sa petite main et elle fait un geste sec vers son cou. Un geste de coupure. Puis, d'une voix qui brise le cœur de Forchi, elle dit « Maman est tombée. Maman s'est endormie. » L'assistante sociale insiste délicatement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec maman? Forchi retient sa respiration. Il y a un long silence. Amanda serre sa peluche, puis elle murmure 2 mots. Oncle Nick. Pour Forchi, c'est le choc. Quelques heures plus tard, il a Dave Boggs en face de lui. Le juge a autorisé une libération anticipée pour Dave à cause du drame. Dave est escorté par des policiers. Il a l'air complètement perdu, complètement abattu. Forchi ne perd pas de temps. Il lui demande qui est l'oncle Nick. Dave semble perplexe. Il explique que c'est Richard Nicholas Robinson, son cousin éloigné. Il explique que Nick aide Rhonda pour tout en son absence. Nick était là presque tous les jours. Dave ne comprend pas. Nick n'aurait jamais fait ça. Il adorait Rhonda. Il s'occupait bien d'elle et d'Amanda.
Mais Forchi ne l'écoute plus. Il a un nom, il sort de la maison, prend sa radio et lance un avis de recherche générale. Richard Nicholas Robinson, interpellez-le immédiatement. Moins d'une heure plus tard, la police repère le SUV de Nick sur la route 37. Ils le prennent en chasse, le forcent à s'arrêter. Les agents sortent leurs armes, hurlent des ordres. Nick sort du véhicule, les mains en l'air, il le plaque au sol, l'écrase contre le bitume et lui passe les menottes. C'est là qu'il remarque un détail. Nick porte une casquette de baseball, et sur cette casquette, il y a une tache sombre. Ça ressemble à du sang. Les policiers fouillent son SUV. À l'arrière, il y a du carton étalé sur le sol, et ce carton est couvert de traînées brunes, de sang séché. Pendant qu'on le jette à l'arrière de la voiture de patrouille, Nick semble soudain réaliser ce qui se passe. Il regarde l'agent, et il demande « C'est à cause de Rhonda ?» Nick Robinson est emmené au commissariat. C'est l'inspecteur Bruce Brooks qui se charge de l'interrogatoire. Quand il entre dans la pièce, il trouve Nick dans un état pitoyable. Il est pâle, il tremble, il a la tête dans les mains, il dit qu'il a une gueule de bois monumentale. Il raconte sa soirée. Il était dans un bar à Columbus jusqu'à 22h30, puis il est allé dans un autre bar à Lancaster, près de chez lui. Il dit qu'il est rentré vers 1h30 du matin et qu'il s'est écroulé sur son canapé. Nick jure qu'il n'a rien fait. Il dit qu'il a appris la mort de Rhonda aux informations. Le sang dans son SUV ? Il dit que c'est du sang d'animal, qu'il est allé à la chasse récemment. Mais Brooks ne le lâche pas. Il lui dit « Nick, on a un témoin. Amanda, elle t'a vu. Elle a montré comment tu as frappé sa mère au cou. » Nick nie en bloc. Il secoue la tête encore et encore pour dire non. Brooks change de tactique. Il lui demande « Tu étais ivre, Nick. Tu ne te souviens de rien. Comment peux-tu être sûr que tu n'as pas fait un blackout ? Comment peux-tu être sûr que tu n'as pas tué Rhonda sans t'en rendre compte ? Puisque tu ne te souviens de rien, comment peux-tu jurer que tu n'as pas fait ça ? » Nick continue de nier. Alors Brooks sort un autre argument. Il lui décrit en détail ce qu'Amanda va devoir endurer si cette affaire va jusqu'au procès. Une petite fille de 2 ans à la barre des témoins, un avocat de la défense qui lui posera des questions sur le meurtre de sa propre mère, le moment le plus traumatisant de sa vie, rejoué devant un tribunal. À ces mots, quelque chose se fissure dans le regard de Nick. Il voit clairement à quel point tout ça est terrible. L'interrogatoire dure des heures, 6 heures. Nick est épuisé, les yeux dans le vague, la tête posée sur la table par moments. À minuit, soit 6 heures après le début de la séance, Brooks lui propose un test au détecteur de mensonges. Nick, qui n'a plus la force de résister, accepte. Les résultats tombent sans appel. Il a menti sur des points clés. Brooks revient dans la salle, pose les résultats sur la table devant lui, sans un mot. Nick les regarde, puis Brooks sort sa dernière carte. Si Nick n'avoue pas maintenant, il risque la peine de mort. Il lui dit lentement, en le fixant dans les yeux, « C'est la peine capitale, Nick. À cet instant, c'est évident. Ces 3 mots ont atteint quelque chose de profond. Quelque chose s'effondre en lui. Il est 5 heures du matin, Nick est à bout, il s'effondre et avoue tout. Il commence à parler, il avoue, il dit qu'il est allé chez Rhonda entre 2 bars, il dit qu'il a essayé de l'embrasser, qu'il l'aimait, il dit que Rhonda a refusé, qu'elle a pris un couteau pour le repousser, et que dans la lutte pour l'arme, il l'a accidentellement poignardé. Au lever du soleil, Nick Robinson est inculpé de meurtre au 1er degré. Le chef Forchi fait une conférence de presse. Il félicite ses hommes, l'affaire est résolue en moins de 24 heures. Le coupable est derrière les barreaux, justice est faite, enfin c'est ce qu'il croit. Quelques jours plus tard, l'inspecteur Brooks est dans son bureau. Il range les dossiers, il termine sa paperasse. Le téléphone sonne. C'est un homme du nom de Bob Sisko. Il fait partie du groupe de musique de Dave, et Bob est catégorique. Vous avez arrêté le mauvais type. Nick ne ferait pas de mal à une mouche. Bob raconte une histoire intéressante. Le soir du meurtre, un autre membre du groupe, Chris Williams, est passé chez lui. Chris était dans un état de nervosité extrême. Il faisait les 100 pas. Il fumait comme un pompier. Il semblait terrifié par quelque chose. Bob rappelle à Brooks que Chris Williams a déjà cambriolé Dave et Rhonda par le passé. Il leur a volé leur guitare pour s'acheter de la drogue. Pour Bob, si quelqu'un a tué Rhonda pour de l'argent ce soir-là, c'est Chris Williams. Brooks en parle à Forchi. Le chef décide de réinterroger Amanda juste au cas où. L'assistante sociale revient. Elle pose la même question à la petite fille. Et là, coup de théâtre. Amanda ne dit plus oncle Nick. Elle dit c'est Bob qui a fait ça. Forchi reste un long moment silencieux après l'appel de l'assistante sociale. Il tourne ça dans sa tête. D'un côté, il avait craint depuis le début qu'une enfant de 2 ans ne soit pas un témoin fiable, et voilà la preuve. Elle lance des noms, ceux des gens qu'elle a récemment entendus. Mais d'un autre côté, quelque chose le trouble profondément. Parmi tous les prénoms qu'elle aurait pu citer, elle a dit Bob. Exactement le même homme qui venait d'appeler le commissariat quelques jours plus tôt pour orienter les soupçons vers un certain Chris Williams.
que la police n'avait jamais envisagé. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais c'est une drôle de coïncidence. Forchi y réfléchit encore, et finalement il conclut que ça ne change rien à l'essentiel. Nick a avoué, il a donné des détails précis, les charges sont maintenues, le dossier part devant le grand jury, Nick Robinson plaide non coupable, affirmant que ses aveux ont été extorqués sous la menace de la peine de mort, mais personne ne l'écoute vraiment. C'est là qu'entre en scène Matt Sauer, c'est un détective privé. Il a été engagé par la famille de Nick. Sauer sait que le dossier contre Nick repose uniquement sur les aveux et sur le mot d'une petite fille. Il décide de reprendre tout à zéro. 8 mois plus tard, en décembre 2002, Sauer entre dans un bar de Columbus, le Merry Melody. Il montre une photo de Nick au barman, et le barman réagit tout de suite. « Ah oui, je m'en souviens très bien, il était là le soir du meurtre. » Sauer est surpris par sa mémoire. Le barman explique. « Je me souviens de lui parce qu'il portait un t-shirt incroyablement vulgaire. Une blague dégoûtante sur les femmes, c'est impossible de l'oublier. Il est resté ici jusqu'à 22h30 environ. » Sauer prend note et fonce au deuxième bar, le Fairview Inn à Lancaster. Il pose la même question, même réponse. Le personnel se souvient de Nick, ils se souviennent du t-shirt vulgaire et ils confirment lors de son arrivée. Sauer se pose une question toute simple. Si Nick a quitté le premier bar à 22h30, qu'il est allé chez Rhonda, qu'il l'a poignardé 13 fois dans un déchaînement de violence inouïe, et qu'il est reparti pour arriver au deuxième bar peu après, comment se fait-il que son t-shirt soit propre ? Comment se fait-il que personne au Fairview Inn n'ait remarqué de taches de sang sur ce t-shirt si mémorable ? Sauer décide de faire le test. Il prend son chronomètre et il fait le trajet entre les deux bars à l'heure exacte où Nick est censé l'avoir fait. Le résultat tombe. Le trajet prend 45 minutes. Si Nick a quitté le Merry Melody à 22h30, il est arrivé au Fairview Inn pile à l'heure indiquée par le personnel, ce qui signifie qu'il n'a eu aucune seconde de battement pour s'arrêter chez Rhonda. L'alibi de Nick est mathématiquement parfait. Sauer ne s'arrête pas là. Il obtient l'analyse ADN du couteau de cuisine. Le laboratoire confirme. Il y a de l'ADN masculin sur le manche, mais ce n'est pas celui de Nick Robinson. Le détective privé reprend la liste des suspects de Bob Sisko. Chris Williams. Il découvre que Chris a été arrêté pour vol de voiture une semaine après le meurtre. Mais Chris avait déjà une voiture, une Cadillac bleue. Pourquoi en voler une autre ? Sauer ne s'arrête pas là. Avec l'ADN et l'alibi, il a de quoi semer le doute sur la culpabilité de Nick. Mais pour trouver le vrai tueur, il a besoin de quelque chose de concret. Il sait quels objets ont disparu de chez Rhonda la nuit du meurtre. Alors il décide de les chercher. Pendant plusieurs jours, Sauer sillonne les magasins de prêteurs sur gage à Columbus. Il entre, montre la liste des objets volés, parcourt les rayons, magasin après magasin. Il repart les mains vides. Les objets n'ont peut-être pas encore été mis en gage, ou ils l'ont été ailleurs dans l'état. Après un énième magasin sans résultat, Sauer décide de rentrer chez lui. Mais sur le chemin du retour, il s'arrête à un feu rouge. Il jette un œil par la vitre, et là, de l'autre côté de la rue, il voit un bureau des véhicules motorisés. Quelque chose se débloque dans sa mémoire. L'un des suspects de la liste, Chris Williams, avait été arrêté pour vol de voiture environ une semaine après le meurtre. Mais selon les dossiers de police, Chris possédait déjà sa propre voiture, une Cadillac bleue. Pourquoi voler une autre voiture quand on en a déjà une ? À moins que vous vouliez vous débarrasser de la vôtre. Par pur instinct, Sauer tourne dans le parking du DMV. Il entre, s'approche d'un guichet et demande l'historique de cette Cadillac bleue. Il découvre que le 30 avril, le lendemain du meurtre, Chris Williams a vendu sa voiture en urgence à une certaine Laetitia Gordon pour seulement $300. Sauer retrouve Laetitia. Elle lui confirme l'achat. Elle lui dit « Quand j'ai pris la voiture, il y avait plein d'affaires dedans, je les ai gardées au cas où ». Elle emmène Sauer dans son garage et elle lui montre le sac. À l'intérieur, il y a des bijoux, il y a des vêtements. Sauer l'ouvre. Il trouve un portefeuille à l'intérieur. Il y a une carte d'identité. Le nom écrit dessus, Rhonda Boggs. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Chris Williams, défoncé au crack, avait besoin d'argent. Il savait que Dave était en prison. Il est allé chez Rhonda pour la cambrioler. Elle l'a surpris, il a saisi un couteau dans la cuisine et il l'a massacré sous les yeux de sa fille. Puis il s'est enfui, il a vendu sa voiture le lendemain pour se débarrasser des preuves, mais il a été trop négligent pour vider le coffre. Quant au témoignage d'Amanda, oncle Nick n'était pas le nom du tueur. Elle appelait au secours la seule personne qui l'aidait d'habitude quand son père n'était pas là. Elle demandait Nick pour qu'il vienne sauver sa maman. Chris Williams a été arrêté en 2005. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nick Robinson a été libéré. Toutes les charges contre lui ont été abandonnées.
Il a poursuivi la ville de Pataskala et a obtenu un dédommagement de plusieurs millions de dollars. Il a arrêté de boire et il a repris sa vie en main. C'est une histoire qui nous rappelle à quel point la justice peut être aveugle quand elle cherche une résolution d'affaires trop rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like et de me dire en commentaire quelles autres affaires vous aimeriez que je traite. N'oubliez pas la playlist qui se trouve juste ici pour continuer votre petit marathon d'histoire criminelle. Quant à moi, je vous remercie réellement pour votre soutien. C'était SH, prenez soin de vous. Bye bye.